Bonsoir à tous et bienvenue à ce numéro de Sans langue de bois. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Vous n'êtes pas sans savoir l'importance de l'investissement dans l'économie moderne. Et pour parler investissement, il faut bien évidemment s'adresser aux acteurs les plus importants, ceux qu'on écoute parfois pour dire est-ce qu'il est bon d'investir là? Est-ce que je fais ce qu'il faut pour attirer plus d'investisseurs? Et ce soir, cette personnalité que nous recevons, c'est l'homme aux chaussettes rouges. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Stanislas Zézé. Bonsoir. Vous êtes président directeur général de Bloomfield Investment Corporation. Et là, dans l'actualité, vous allez encore nous parler de cette conférence risque pays pour la Côte d'Ivoire. C'est un moment très important pour l'économie ivoirienne. Absolument. Nous sommes à la 7e édition de la conférence risque pays, qui aura lieu le 4 mai au Sofitel Hôtel Ivoire. Et c'est le lieu chaque année d'établir la cartographie du risque d'investissement en Côte d'Ivoire. Donc de mettre en relief les forces, les faiblesses et les opportunités de la Côte d'Ivoire avec différents acteurs. Et cette conférence est sanctionnée par un rapport de risque pays. Un rapport de risque pays. Mais commençons par dire les choses dans Sans langue de bois. Mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas une forme de consanguinité entre vous et les acteurs publics finalement, parce que vous allez venir donner une note qui peut parfois paraître une note un peu complaisante, puisque vous faites partie vous-même du système. Non, pas du tout. Nous ne faisons pas partie du système. Nous sommes une agence de notation financière indépendante. Les données que nous utilisons sont utilisées aussi par d'autres acteurs qui font les mêmes évaluations. Et donc, évidemment, ce serait dommage de notre part de nous compromettre dans ce genre d'évaluation. Ça fait 16 ans que nous existons. Ouais. Vous n'avez jamais entendu que Bloomfield était complaisant sur une évaluation. Nous intervenons dans 20 pays en Afrique, 2 pays en Europe et 1 pays en Asie. Donc évidemment, après 16 ans, on a bien établi cette crédibilité-là. Vous avez établi votre crédibilité, vous nous dites, mais vous savez, ce reproche-là, c'est un reproche qu'on peut faire à l'ensemble même des agences de notation, des plus grandes aux plus locales comme vous, même si vous avez aujourd'hui un rayonnement un peu international. C'est dire que vous êtes finalement une forme de caution sur un certain nombre de pratiques, parce que vous devez vendre vos services. Donc à quel moment vous allez froisser ceux qui commandent vos services? C'est un peu ça la question qu'on peut se poser. Je vous explique. Notre corps de métier repose sur la crédibilité. Ouais. Et vous savez, on ne peut pas tricher dans ce genre de métier, parce qu'en réalité, ça vous rattrape. Si je dis aujourd'hui que vous êtes un pays très attractif, tout va parfaitement bien, bien évidemment, les investisseurs viendront et se rendront compte que tout ne va pas bien. Et donc nous perdons notre crédibilité. Et nous ne sommes pas prêts à perdre notre crédibilité. Vous ne voulez pas perdre notre crédibilité, mais derrière, le gouvernement, là, risque pays Côte d'Ivoire, il vous dit, bah, écoutez, attention, là, mettez pas trop une mauvaise note, parce que derrière, on va pas acheter vos services. Enfin, je dis, la question qu'on se pose, c'est ça, cette capacité que vous avez à résister, comme diraient certains, aux puissances d'argent. Non, je vous explique en fait comment ça fonctionne. Déjà, cette conférence risque pays, c'est nous qui l'organisons, ce n'est pas le gouvernement ivoirien. Okay, il est bon de le dire. Ouais, il participe à la conférence risque pays, mais nous l'organisons avec le concours de partenaires qui, eux, ne sont pas évalués. Ceux qui sont évalués, celui qui est évalué, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire, donc qui sont juste participants. C'est extrêmement important de comprendre ça. Et même quand nous faisons les notations financières souveraines où l'entité notée, donc le pays, paye, nous arrangeons pour que les honoraires soient payés avant que le rapport ne sorte. Ah! Voilà, ce que ça veut dire que il n'y a aucune épée de Damoclès sur nos têtes. Et d'ailleurs, c'est une pratique qui fait que nous restons indépendants. Vous ne connaissez pas votre note jusqu'à ce que vous acquittez de vos honoraires. Et ensuite, vous recevez votre note. Donc évidemment, vous n'avez aucune influence sur cette note-là. Mais vous, d'une année à une autre, bon, en général, la note de la Côte d'Ivoire l'année dernière, c'était une note qui était plus ou moins bonne? Non, c'était une note qui était très bonne, mais elle venait d'une note qui n'était pas bonne. Ah, elle venait d'une note qui n'était pas bonne. C'est-à-dire qu'en réalité, l'année d'avant, la Côte d'Ivoire, d'ailleurs en 2020, la note de la Côte d'Ivoire était dégradée de 6,1 à 5,7. Et en 2021, elle a été encore dégradée à 5,6. Et elle est remontée en 2022 à 6,2. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où les notes sont bonnes, il y a d'autres moments où les notes ne sont pas bonnes, en fonction de
la performance de l'économie et la performance de l'environnement des affaires. Sortons un peu de cette polémique qui peut paraître une polémique de journaliste, mais il y a une vraie réalité aussi, c'est que quand vous baissez la note, on peut vous dire, c'est l'histoire du thermomètre, on peut vous dire, ah, mais attention, en mettant une telle note, les investisseurs auront peur. Et quand vous allez mettre aussi une note qui est un peu trop bonne, on va vous dire, mais attention, il y a d'autres éléments, la corruption, etc. Donc, comment vous gérez tout ça et comment vous travaillez à assurer, justement, à rassurer toutes les parties prenantes dans ce type Alors, nous, d'action? on ne fonctionne pas par émotion. Nous ne sommes pas à la solde de quelqu'un. Nous ne fonctionnons pas par émotion. Nous faisons une analyse qui est une analyse constructive, une analyse sérieuse, rigoureuse, et nous donnons la note qui correspond, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Après, c'est aux acteurs de faire ce qu'il y a à faire pour améliorer la note. Ce n'est pas notre rôle de venir et donner de bonnes notes ou de mauvaises notes. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de donner la note qui correspond à l'environnement des affaires. Là, nous parlons de risque pays. Donc, évidemment, nous allons évaluer un certain nombre de paramètres, qualitatifs et quantitatifs, et nous allons sortir une note sur 10 qui correspond à l'environnement des affaires. Très bien. Si la note est catastrophique, ben, ce n'est pas à nous de la rectifier. Nous, notre rôle, c'est de donner cette note-là, justement. C'est de donner cette note. Ouais. Alors, parlons maintenant concrètement. Là, qu'est-ce qui va se passer pour la Côte d'Ivoire d'une année à une autre? Est-ce qu'il y a des choses qui changent dans votre pratique, dans votre méthode, ou c'est une méthode quand même assez, j'allais dire, coulée dans le marbre, où il y a des choses qui changent? En réalité, c'est une méthodologie qui ne change pas nécessairement. Ceci dit, l'environnement change. Ouais. Vous pouvez avoir une bonne note et une note qui reste la même en sachant qu'il y a certains paramètres qui ont évolué positivement et d'autres négativement. Donc évidemment, c'est l'agrégation de tout ça qui donne une note qui est celle-là que nous publions. Mais la méthodologie est la même. Hein. La méthodologie est la même. L'approche que nous avons est une approche contextuelle. Donc nous avons une approche qui est un peu différente des agences internationales parce que nous évaluons la cartographie des risques des pays africains dans leur contexte. Ouais. Donc évidemment, nous avons la capacité de faire des nuances sur un certain nombre d'éléments. Nous avons la capacité de mieux comprendre dans son contexte un certain nombre d'éléments qui Là, vous êtes en train d'attaquer les agences internationales, comme quoi vous êtes mieux, peut-être pour comprendre le contexte, comme vous le disiez, vous avez une analyse très contextuelle, mais c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure. Ces agences peuvent vous reprocher d'être un peu proches, justement, des différents acteurs, des pouvoirs. Donc, c'est ça aussi qu'il faut peut-être sans doute prendre en compte. Mais c'est ce que je vous dis. D'ailleurs, la raison pour laquelle elles existent, c'est parce que justement, elles ont failli sur les évaluations en Afrique. C'est ça. Vous regardez par exemple la notation financière. Nous faisons la notation financière sur la base de la monnaie locale, pendant que les agences internationales font la notation financière sur la base des devises étrangères. Et sur les devises étrangères, donc le rôle d'une agence, c'est d'établir votre capacité à faire face à vos obligations financières. Évidemment, c'est fait dans une monnaie. Donc, est-ce que quand vous n'êtes pas riche en dollars, ça veut dire que vous êtes pauvre? Parce que vous pouvez être riche en CFA et pauvre en dollars. Là, sur vous, vous avez peut-être des CFA, mais pas des dollars. Absolument. Est-ce que je peux présumer que vous êtes pauvre parce que vous n'avez pas de dollars? Mais peut-être dans le cas de mes relations, puisqu'on parle d'investisseurs internationaux. C'est ce que je dis, c'est-à-dire que poser problème. Non, il y a une différence entre votre capacité à rembourser en dollars et votre capacité à rembourser tout court. Très bien. Donc nous, on établit votre capacité à rembourser tout court. Et si vous voulez emprunter dans une monnaie, dans le franc suisse ou en francs ou en dollars, évidemment, on va évaluer cette capacité à rembourser dans cette monnaie-là. Très bien. Mais ça n'établit pas votre crédibilité. C'est deux choses complètement différentes. Moi, il y a une chose qui m'interpelle toujours. Nous sommes dans l'analyse du risque d'investissement. Parlons de la corruption. Parce que d'une année à une autre, on le sait, c'est peut-être que c'est une image d'Épinal. On dit non, la corruption, ceux qui doivent investir doivent payer de l'argent, des bakchis, etc. Mais les notes sont bonnes. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'une forme d'élite économique qui est un peu déconnectée de ce que ressent le bas peuple? Alors, quand on dit 6,2 sur 10, ce n'est pas 10 sur 10. Il faut comprendre. Donc 6,2 sur 10, il y a encore une marge de manœuvre. Et la marge de manœuvre représente la faiblesse. Sinon, ce serait 10 sur 10. Ça, c'est important de comprendre. La deuxième chose, comprenez que la corruption n'est pas un fait africain. La corruption est un fait humain. Les pays développés ont moins de corruption parce qu'ils ont des systèmes de contrôle en place qui sont efficaces. C'est le système de contrôle qui va réduire la corruption dans un pays.
quand vous avez des systèmes de contrôle qui ne sont pas efficaces, évidemment, vous aurez toujours ce problème de corruption-là. Et comment vous arrivez à un système de contrôle efficace? Quand vous avez la séparation de pouvoir. Oui. Quand vous êtes dans des pays où il y a une concentration de pouvoir, la probabilité d'avoir un système de contrôle efficace est quasiment nulle. Quasiment nul. Mais comment vous, c'est ça où ça devient intéressant. Mais bien sûr, on le comment prend en vous faites considération. justement pour d'une année à une autre, là, on est au 7e rapport. Oui, mais comment il du y a une 7e évolution. rapport? L'évolution, c'est quoi? Comment vous l'avez, vous, j'allais dire... Il y a une évolution. Il y a des comment on appelle ça, des évaluations qui sont faites par d'autres structures sur l'évolution de la gouvernance, l'évolution de la bonne gouvernance. De la corruption dans différents pays. Et donc, évidemment, on se réfère à ces éléments. Nous faisons des enquêtes aussi, des enquêtes sur le terrain pour savoir si les gens, quelle est la perception des gens vis-à-vis de la corruption. Nous avons un outil qu'on appelle le Bloomfield Private Index, qui est un outil qui évalue la performance du secteur privé en Côte d'Ivoire sur une base mensuelle, qui est basé sur un sondage qui est retraité scientifiquement, où nous récoltons la perception des gens, des acteurs du secteur privé sur la performance de l'administration, sur les relations avec l'administration. Et ça donne quoi, là, cet indice? Écoutez, c'est un indice qui est sur 100, et donc, où 50 veut dire qu'on est dans une logique de performance de 50 à 100, et en dessous de 50, nous sommes dans une sous-performance, et chaque mois, ça change. Vous avez des mois où la Côte d'Ivoire, le secteur privé ivoirien est en performance, et d'autres mois où le secteur privé est en sous-performance. Alors, donc votre responsabilité aujourd'hui, elle est importante. On l'a dit, nous sommes dans une économie moderne, où tout le monde regarde ce que vous dites. Et beaucoup disent, non, la redistribution de la richesse, etc. Donc je veux venir quand même sur vous, les éléments pertinents que vous utilisez pour dire, quand nous évaluons votre politique, nous sommes satisfaits. Est-ce que ça fait partie la perception que les populations ont, notamment en matière de distribution de richesse? Alors, nous expliquons pourquoi, justement, dans une économie comme celle-là, qui a un taux de croissance moyen assez élevé sur une longue période, par ricochet ne réduit pas le taux de pauvreté de façon significative si vous voulez, à la hauteur de cette croissance-là. Parce que, justement, regardez la configuration de l'économie. Vous avez une économie qui est en majorité composée qui est à 98% composée de PME, PME locales, on va dire, en général, qui ne contribuent qu'à 20% de la richesse créée. Très peu, oui. Donc vous avez 2 à 3% de multinationales, de sociétés étrangères qui produisent 80% de la richesse. Évidemment, elles n'ont pas vocation à réinvestir leur richesse ici, elles ont vocation à faire sortir leur richesse ici. Donc, forcément, tant que vous n'avez pas les entreprises locales qui créent plus de richesse et qui retiennent la richesse ici, la redistribution ne se fera pas comme on l'entend. Très bien. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de dire qu'il est extrêmement important que les pays pensent et ce pays-là d'ailleurs, à renforcer la capacité des entreprises locales de sorte qu'elles arrivent à maîtriser ou à contrôler l'économie. L'idée, ce serait d'arriver à si vous voulez, à une configuration où 60% de la richesse est créée par les entreprises locales et 40% par les entreprises étrangères. C'est sans doute, j'allais dire, ce qu'on observe, parce que toutes ces petites entreprises, comme vous le dites vous-même, qu'on taxe d'informels, alors qu'on sait pertinemment qu'à travers le système des mairies, à travers le système de la taxe un peu locale, ces entreprises contribuent d'une certaine façon à l'impôt, même si ce n'est pas suffisant. Mais est-ce que vous, dans ce contexte-là, vous prenez en compte, justement, peut-être que là où on attend votre conseil, est-ce que vous n'utilisez pas finalement, parce que vous dites non, finalement, des types d'observation plutôt européens, alors que vous devriez prendre en compte cette réalité économique africaine? Mais on prend en compte cette réalité économique, mais ça ne change rien. Ce sont des entreprises qui sont faibles. Donc je dis que vous le prenez en considération ou pas. Je vous ai dit tout à l'heure, 98% du tissu économique contribue à 20% de la richesse créée. Enfin, c'est une réalité. On ne peut pas inventer. C'est une réalité. Donc ce que ça veut dire, vous avez des entreprises qui sont faibles. Et l'idée aujourd'hui, si vous voulez qu'elles contribuent suffisamment pour pouvoir redistribuer et garder la richesse dans ce pays, il faut consolider cette base de PME ivoiriennes. Il faut les renforcer. Il faut que, pour moi, la politique de ce pays devrait être de dire
on veut que les sociétés ivoiriennes contrôlent l'économie domestique. Et quand vous dites ça, je vous dis comment on fait, parce qu'on parle d'investisseurs. Comment on fait? Oui, comment on fait, mais écoutez, justement, c'est une question de volonté. C'est important. C'est une question de volonté politique. Vous, dans tous les autres pays, comment ils font? Vous décidez que la priorité dans votre pays, c'est vos entreprises locales, dont vous voulez les renforcer. Déjà, vous devez formaliser. Vous êtes sur la préférence nationale, on irait sur des choses comme ça? Non, ce n'est pas une question de... Ouais. Je ne sais pas pourquoi dans ce pays, quand on parle de renforcer les entreprises locales, tout le monde tout de suite jump sur la préférence nationale. Je suis désolé. C'est juste une question. Non, vous allez aux États-Unis, on vous dit American First. C'est ça l'essence de la nationalité. Vous allez en France, ce sont les Français, les entreprises françaises d'abord. Pourquoi ici ce serait différent? Non. Dans tous les pays, les locaux devraient être privilégiés. Ouais. Mais le privilège, c'est quoi? Il ne s'agit pas de dire on vous donne, on réserve 30%, 40% de marchés publics aux entreprises locales, mais il faut qu'elles aient la capacité d'absorber. Parce que vous pouvez leur réserver 80% si vous voulez, mais si elles sont faibles, qu'elles n'ont pas la capacité d'absorber, ça ne sert absolument à rien. L'idée, c'est d'avoir des entreprises qui soient solides. Donc, c'est de mettre en place une politique et un écosystème qui permet d'avoir des entreprises qui sont solides. Mais dans ce cas-là, on va interroger notre écosystème à la fois banquier et boursier. Est-ce que tout ça aujourd'hui est adapté à l'ambition que vous venez à l'instant d'exprimer? Parce que si la bourse est composée de sociétés avec des normes, on ne peut pas justement lancer des gros financements un peu librement comme on le ferait dans une bourse en Occident. Ça peut aussi poser problème. C'est ce que je dis, je reviens là-dessus. Ouais. Quand vous voulez contrôler votre économie, vous devez vous rassurer que vous avez des entreprises locales qui soient solides. Et ces entreprises locales-là, il faut créer un écosystème autour de ces entreprises et les rendre solides. Et vous avez des pays qui l'ont fait. Beaucoup de pays l'ont fait. Tous les pays que vous voyez en train d'être des pays qui rentrent dans une logique d'émergence ou dans une logique de développement, ce sont des pays qui ont misé sur leurs entreprises locales, que ce soit la Corée du Sud, que ce soit qui vous voulez. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas autrement. Permettez-moi encore de vous interrompre un tout petit peu, mais quand vous parlez comme ça, je me rends compte que j'ai en face de moi un économiste brillant qui est reconnu, mais qui a quelque part échoué, parce que ça fait un certain nombre d'années que vous êtes là, à amener les dirigeants à prendre les bonnes décisions. Là aussi, votre responsabilité est engagée. Non. Faut qu'on reconnaisse chacun fait son métier. Je ne suis pas un policy maker, comme on dit. Je ne suis pas. Nous faisons des rapports, nous faisons des recommandations dans ces rapports, mais nous ne sommes pas ceux-là qui prenons les décisions. Mais vous les faites d'année en année, personne ne les met en œuvre. Non. Ce n'est pas qu'ils ne mettent pas en œuvre. Il y a certaines recommandations qui sont mises en œuvre. C'est un processus. Ça prend du temps. Si vous regardez... Je commence à sentir un peu de langue de bois. Non, pas du tout. Ça prend du temps. Non, c'est un processus. Développer un pays, ça ne se fait pas en un clin d'œil. C'est un processus. Maintenant, ça ne va pas suffisamment vite. Et ça, c'est ce qu'on remarque. Ça ne va pas suffisamment vite. Mais de dire que rien n'est fait, évidemment, ce n'est pas correct. Parce qu'il y a des choses qui sont faites. On a senti, on voit les différents pays dans lesquels nous travaillons, nous voyons bien une amélioration. C'est juste qu'elle n'est pas suffisamment rapide. Elle n'est pas suffisamment rapide pour que tout de suite on envoie des retombées qui permettent de renverser la tendance. Aujourd'hui, comme je vous dis, quand vous regardez ce pays par exemple, en 10 ans, le taux de pauvreté a été réduit quand même de façon substantielle, de 10 en tout points. Cas. Ouais. Ça aurait peut-être été deux fois ce chiffre-là si les entreprises locales étaient beaucoup plus solides et que la richesse était plutôt contenue dans ce pays que rapatriée, par exemple. Oui. C'est ce que je veux dire. Mais il y a eu quand même cette réduction de pauvreté. Et ça veut dire que si les entreprises locales ici produisaient, disons, 60% de la richesse créée au lieu de 20%, peut-être qu'aujourd'hui, au lieu d'être à 39% de pauvres dans ce pays, peut-être que ce pays serait à 15% de pauvres. Ah ouais. Voilà, donc c'est ce que je veux dire. Les choses évoluent, c'est qu'elles évoluent lentement, elles pourraient évoluer beaucoup plus rapidement si vous aviez un écosystème de sociétés locales qui était beaucoup plus solide. Et là, vous le soutenez, Mordicus. On va parler un peu de vous. Vous aviez récemment produit un bouquin, un joli bouquin,
dans le cadre de la transmission du savoir, on trouve, je l'ai entendu, je traîne un peu mes oreilles, on m'a dit, mais enfin, cet économiste, à la limite, qui se dit, je ne me définis pas mes chaussettes rouges, nous, on lui reproche d'être un peu bling-bling à cet économiste. Est-ce que ça va avec, quand même, je ne vais pas dire une forme d'ascèse de l'économiste moderne, mais quand même, est-ce que vous entendez ce reproche? On vous dit, vous êtes un économiste un peu tapageur. Écoutez, je ne fais pas attention à tout ça. J'ai vraiment pas le temps. Je crois que je suis quelqu'un d'extrêmement occupé et préoccupé par l'avenir de l'Afrique. Ouais. Et donc, j'ai vraiment pas le temps à perdre avec les gens qui pensent que je fais du bling-bling ou je ne sais pas quoi. Vous savez, je vais dans beaucoup d'écoles, d'universités à travers le monde parler avec les jeunes Africains et tous les descendants africains. Je ne fais pas ça parce que j'ai le temps à perdre ou je ne fais pas ça parce que je n'ai pas autre chose à faire avec mon temps. C'est parce que je pense que c'est extrêmement important de comprendre que l'Afrique va se développer avec les Africains. C'est extrêmement important. Et chaque Africain qui se considère comme un leader ou qui est perçu comme un leader par la jeune génération se doit justement de partager son expérience et se doit justement d'inculquer à cette jeunesse-là certaines valeurs. Ça, vous le dites comme ça, on vous entend, mais vous vendez votre livre, c'est hors de prix pour la jeunesse. Mais finalement, il y a une chose et son contraire. Quand vous dites hors de prix, ça veut dire quoi exactement? Votre bouquin, il coûte plus de 25 000. Ouais, c'est hors de prix par rapport à quoi? Je veux dire, pour une jeunesse qui n'est pas quand même la mieux lotie financièrement, face à une sommité qui peut leur transmettre son savoir facilement. Je vous explique une chose. Il est extrêmement important de comprendre que c'est comme quand vous dites ce pont, il est public, pourquoi on devrait payer pour passer là-dessus? Public, ça ne veut pas dire gratuit. Vouloir passer des messages à la jeunesse, les former, ça ne veut pas dire que ça doit être gratuit. Pas du tout. Est-ce que vous avez vu la qualité du livre? Est-ce qu'on veut transmettre de la qualité ou on veut transmettre... J'aurais pu faire un roman. Oui, mais là, quelqu'un va vous dire, mais ce n'est pas la forme, c'est peut-être le contenu. Écoutez, c'est simple. S'ils ne peuvent pas considérer ça comme un investissement, c'est qu'ils ne sont pas la target, tout simplement. Ah, vous dites? Vous savez, il faut être clair, il faut être franc, il faut être direct avec la jeunesse africaine. Vous savez, on infantilise les jeunes Africains. C'est ces mêmes jeunes qui vont au concert à 100 000. C'est ces mêmes jeunes qui achètent des bouteilles de champagne à 100 000. Donc, il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. Il est extrêmement important de comprendre que investir 25 000 dans un livre qui va vous guider, si vous estimez que c'est trop cher, c'est que vous n'êtes pas la target. C'est que vous n'allez pas atteindre l'objectif. Et là, j'avais dit, vous êtes dur. Et vous pensez qu'aujourd'hui, on a un devoir de vérité vis-à-vis de la jeunesse. C'est extrêmement important. Je crois qu'on infantilise trop la jeunesse. Vous savez qu'en 2030, 60% de la population africaine aura moins de 20 ans. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce continent va être dirigé dans 20, 30 ans par des jeunes. Est-ce que vous voulez qu'il soit dirigé par des enfants? Non. Moi, je ne voudrais pas ça. C'est pourquoi il est extrêmement important de les responsabiliser. Et on ne peut pas être en train de mettre en place des politiques pour dire qu'on va aider les jeunes. Non, non. Il faut responsabiliser les jeunes, regarder ce que les jeunes peuvent faire eux-mêmes et les accompagner. C'est différent de les aider. Très bien. Ce sont des messages forts. Vous le dites parce que vous avez l'ambition, vous aussi, d'amener les jeunes à voir les choses différemment. On va rapidement, un court moment, on n'en a pas parlé durant cette émission, parler quand même de ce que vous faites en termes de notation, parce que récemment, j'ai vu que vous avez attribué une note, par exemple, à la mairie du Plateau, et vous continuez sur ce type d'exercice. Et là aussi, quelques critiques, je parlais avec quelques journalistes économiques qui ont dit, mais attendez, nos mairies sont des mairies parfois assez désœuvrées en termes d'investissement. Comment ces mairies peuvent être notées par Stanislas Zézé? Est-ce que là encore, vous pensez que le message n'est pas un tout petit peu brouillé? Vous savez, il y a le problème avec toutes ces personnes qui émettent des avis, sont des personnes qui malheureusement ne comprennent pas ce que c'est. Donc quand on ne comprend pas, il faut demander. Et quand vous demandez, on vous explique. Mais on a l'opportunité de leur répondre là, aujourd'hui, et nous aussi, savez, en tant qu'observateurs. Quand on évalue la qualité de crédit d'une entité, on évalue sa capacité, sa volonté à faire face à ses obligations financières. Et nous allons regarder le potentiel aussi de cette entité. Quand vous regardez les notes, excusez, l'échelle à long terme à 20 crans. On part de D, donc défaut avéré, à risque extrêmement faible, 3A. Donc évidemment, quand vous regardez les notes de ces entités, vous voyez, là on vient de sortir la note de la mairie de la commune de Port-Bouët qui était à 3B-. C'est ça. Celle du plateau est à 3B.
3B, c'est risque modéré, ce n'est pas risque faible. Non, mais quand même, ce que je veux vous eux, dire, ils c'est attendent que- des subventions de l'État, ils sont là. En Oui, plus, c'est pas très sûr la façon dont ils lèvent l'impôt sur les marchés. Mais c'est pourquoi ils ne sont pas 3A, Ah. justement. Enfin, c'est ce que je dis. C'est-à-dire Stanislas Zézé a qu'il faut réponse à tout. comprendre. Mais, Il faut comprendre comment ça Après, fonctionne. vous faites votre business. Non, je comprends très bien. Non, mais ce n'est pas, après, vous faites- c'est pas une question de business. Ouais. Il faut que vous compreniez que si vous êtes une agence de notation farfelue, vous disparaissez. Parce que vous ne pouvez pas être une agence de notation financière dont le business est basé sur la crédibilité et vendre votre âme au diable, vous disparaissez. Parce que si je dis M. Bois court plus vite que Usain Bolt, je peux le prouver par écrit. Il se lève tous les matins à 2 h du matin, il court 50 km, il boit 10 œufs. Et si on vous met sur le terrain avec Usain Bolt et qu'il vous bat 2-3 fois, je perds ma crédibilité. Absolument. Donc évidemment, si je dis que vous êtes 3A et que votre probabilité de faire face à vos obligations financières est très élevée, le jour où vous rentrez dans une obligation financière, que vous faites défaut, évidemment, ça voudra dire que j'ai raconté n'importe quoi et je perds ma crédibilité. Ça fait 16 ans que nous existons. Avez-vous déjà entendu qu'un pays ou une entité que Bloomfield a notée a fait évalué, défaut? Non. Il soutient Mordicus, vous l'avez entendu aujourd'hui dans cette édition de Sans langue de bois. Il parle avec beaucoup de flegme, même beaucoup d'assurance. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné pour mission d'évaluer les économies africaines. Aujourd'hui, beaucoup d'économies vous font confiance. Ça fait 16 ans. Stanislas Zézé va ouvrir un autre chapitre. C'est la 7e édition de cette conférence Risque Pays pour la Côte d'Ivoire, un pays qui est en train de grandir, lui aussi à côté. Aujourd'hui, pour terminer là-dessus, dernière question. D'une année à une autre, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire peut basculer dans un risque, avec ce que vous avez observé, sans dévoiler tout? Est-ce que vous pensez que ça, c'est possible économiquement de basculer comme ça dans un risque beaucoup plus sévère? Je crois que ce soit la Côte d'Ivoire ou les autres pays africains, la structure de leur économie fait qu'elles sont, c'est vrai qu'elles sont résilientes, mais à court terme. À long terme, elles pourraient elles pouvaient basculer si vous voulez, dans une situation difficile s'il y a des crises qui perdurent pendant longtemps. Et je crois qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et d'autres pays africains ont compris l'importance justement de développer cette résilience-là à travers la transformation de leur économie. Et c'est cette transformation-là qui va consolider cette résilience-là et la transformer en une résilience qui soit une résilience soutenable. Pour l'instant, ce sont des pays qui sont soutenables, enfin qui sont résilients parce que performants économiquement. Voilà. Mais cette performance est basée sur la configuration que je vous ai donnée, basée sur la configuration de la force des entreprises multinationales qui sont dans leur écosystème. Et donc, il est extrêmement important que cette transformation se fasse de sorte à ce que cette résilience devienne une résilience soutenable et permanente. Et permanente. Voilà, c'était donc pour nous aujourd'hui dans Sans langue de bois, Stanislas Zézé, il est président directeur général de Bloomfield Invest Corporation, vous l'avez entendu. Ce sera donc le 4 mai du côté donc, du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire à Abidjan. Il s'agira évidemment pour toute la jeunesse, pour toutes les personnes intéressées, de regarder dans quelles conditions on parle de l'économie ivoirienne et comment elle se projette. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation. Live TV sera toujours là pour vous accueillir, vous qui voulez influencer notre destin commun. Merci à tous. Sans langue de bois revient jeudi prochain.